Et avec nous pour cette OVPL spéciale ce soir, Alain Marc, bonsoir, sénateur Les Indépendants de l'Aveyron, vice-président de la Commission des lois et membre de cette commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Muriel Jourda, bonsoir, sénatrice LR du Morbihan, co-rapporteur de cette commission d'enquête. Karine Bécard, bonsoir, grand reporter au service politique de France Inter. Jean-Yves Lecomte, bonsoir, sénateur socialiste des Français établis hors de France et membre de cette même commission d'enquête. Et Arnaud Benedetti, bonsoir également, spécialiste de la communication politique, professeur associé en histoire de la communication à l'université Paris 4 Sorbonne. Merci à tous les 5 d'être ici. Je voudrais qu'on commence par un premier tour de table relativement rapide si c'est possible. Muriel Jourda, quel bilan vous tirez de l'audition d'Alexandre Benalla ? Alors, il est un peu tôt pour en tirer un bilan. Néanmoins, nous avons eu une version qui ne soit pas que celle de la presse sur les contradictions qui pouvaient exister entre les déclarations premières de M. Benalla et celle qui avait été celle de M. Stroda la semaine dernière. Donc, le bilan est déjà que nous avons un éclairage par les différents protagonistes. Ce qui ne signifie pas que nous avons la vérité encore. Mais nous avons un éclairage par les différents protagonistes qui étaient nécessaires à la commission des lois. Alain Marc, quel est votre... Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une différence avec la première audition du mois de septembre. Laquelle ? J'ai trouvé qu'il était très à l'aise au mois de septembre, beaucoup moins aujourd'hui, se réfugiant effectivement derrière l'instruction judiciaire qui est en cours, mais surtout, dès le début... on sentait au mois de septembre qu'il y avait une certaine protection de la part, peut-être de la part de l'Élysée. Oui. Aujourd'hui, les uns et les autres s'attaquent et M. Stroda a été chaque fois la cible de ces flèches. Alors, qui dit vrai, on ne pourra peut-être pas le savoir, mais il y a à la fois un changement de ton, je l'ai senti quand même moins à l'aise, se réfugiant souvent derrière l'instruction judiciaire, et puis attaquant ce coup-ci l'Élysée, ce qui n'était pas le cas l'autre fois. C'est vrai qu'on se souvient qu'en septembre, il y avait eu aussi quelques membres du gouvernement qui étaient montés au créneau, pointant du doigt le risque d'interférence avec la justice. Là, pour le coup, effectivement, les rapports ont un peu changé, Jean-Yves Lecomte. Oui, tout à fait. Et je pense que ça montre que la commission d'enquête, la commission des lois, pousse un peu plus loin que jusqu'à présent les fonctions des commissions d'enquête parlementaires. Et c'est bien. Et d'ailleurs, l'intérêt de cette nouvelle salve d'audition, c'est de mettre en évidence les dysfonctionnements de l'exécutif en la matière, que ce soit en termes de passeport diplomatique. On ne peut pas les désactiver, ce que nous a dit le ministère de l'Intérieur la dernière fois, alors qu'il y a eu des procédures en cours concernant M. Benalla et qu'il a été licencié. Il semblerait que quelqu'un de l'Élysée lui rende ses passeports en lui expliquant « bon, tu peux les utiliser ». Ça fait un peu désordre. Et le rôle, autant à la recherche de la vérité, c'est le rôle de la justice, autant pointer les dysfonctionnements de l'exécutif, c'est bien là qu'une commission d'enquête parlementaire doit... c'est son rôle. Et là, très clairement, on s'aperçoit qu'elles sont complémentaires et qu'on arrive à pousser avec dans ce cas-là une jurisprudence un peu différente de ce qu'on avait jusqu'à présent en termes de commission d'enquête. Et c'est intéressant parce qu'il y aura plus de contrôle du Parlement sur l'exécutif si après, compte tenu de ce qui a été fait, de ce qu'a répété le président de la commission des lois aujourd'hui. Et je crois que c'est bon. Et ça montre aussi à quel point le Sénat est un contre-pouvoir qui est utile et dont les pouvoirs peut progresser, ça ne dépend que de lui. Négligence ou protection d'Élysée, la question reste sans réponse ce soir, nous a dit Philippe Bas tout à l'heure, Karine Bécard. Quel est l'avis de la journaliste politique que vous êtes et qui observe cet événement ? Sur ce que j'ai vu, un changement de stratégie totale de la part d'Alexandre Benalla, je suis parfaitement d'accord avec le sénateur Marc. C'est-à-dire qu'en septembre, il est apparu volubile, j'ai envie de dire, c'est-à-dire presque heureux. C'est sans doute excessif de ma part de dire ça, et puis surtout je donne un jugement, mais presque heureux finalement d'être au cœur d'une polémique. Enfin, ça, c'est pas du tout le personnage qu'on a vu aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu un personnage très grave. Exaspéré même. Alors, exaspéré ou jouant l'exaspération, mais en tout cas, on a vu quelqu'un de très grave qui joue un peu sa vie et puis surtout qui cherche à se défendre, en fait. Qui se rend compte, alors probablement, on va en discuter, mais qu'il a été lâché par l'Élysée, puisque vous en parliez à l'instant, et que désormais, il est tout seul pour réussir à s'en sortir. Donc, on a un changement de personnage, un changement de stratégie. Après, pour répondre à votre première question, au résultat, cette journée
ou cette audition aujourd'hui aura servi à quoi? Pour moi, pas à grand-chose, parce qu'on a répondu à quasiment aucune question. C'est-à-dire, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi ces fichus passeports sont à nouveau en sa possession, qui lui a rendu, qui a décidé de lui rendre. Tout ça, on ne le sait toujours pas. Et finalement, c'est le cœur de la guerre. Enfin, c'est le cœur du sujet du jour. Notamment parce qu'il a souvent refusé de répondre à Arnaud Benedetti. On a vu un aplomb incroyable. Il s'est abrité derrière l'instruction judiciaire pour éviter de répondre à un certain nombre de questions que lui posaient les sénateurs. Mais entre-temps, si la situation a évolué, c'est parce que tout simplement, la logique du scandale, ce qu'on appelle un scandale en sciences politiques, elle s'est développée entre le mois de septembre et aujourd'hui. Il y a eu des faits nouveaux. Et c'est ce qui explique vraisemblablement aussi le changement de stratégie d'Alexandre Benalla. Moi, je suis quand même frappé d'une chose. En effet, il y a un changement de stratégie. Je l'ai trouvé globalement moins à l'aise qu'il ne l'était au mois de septembre. J'ai trouvé le président de la commission beaucoup plus offensif encore qu'il ne l'avait été au mois de septembre. Agacé, peut-être. Certainement agacé. Et ce qui est quand même assez frappant, c'est que oui, il y a une stratégie qui vise de la part d'Alexandre Benalla à montrer qu'il est en conflit clairement avec une partie du cabinet du président de la République, mais quand même, il continue, et ça c'est très important, à sanctuariser l'image du président de la République. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, il fait porter la responsabilité de la situation dans laquelle il se retrouve finalement à ses anciens collègues, pour aller vite, du cabinet, mais il tient encore nettement à préserver l'image et la personnalité du président de la République. Ça, c'est quand même assez net. Alors, on va réécouter plusieurs passages de cette audition, évidemment, dans l'émission. On va commencer par celui où Alexandre Benalla contredit très clairement Patrick Stroda, lui-même auditionné la semaine dernière. Les passeports, il les avait bien laissés dans son bureau, quelqu'un les lui a redonnés sans qu'ils soient invalidés. C'est l'une des infos majeures de cette audition. Écoutez. J'ai restitué mes passeports, les clés de mon bureau, le badge d'accès à l'Élysée, et j'ai récupéré un certain nombre d'autres affaires comme un siège auto, et un chéquier, une paire de clés également, et un anorak. Je les ai restitués dans le courant du mois d'août 2018, et ces passeports m'ont été rendus à nouveau, alors que j'avais été contacté par un membre de l'Élysée, un personnel salarié de l'Élysée, début octobre 2018. Je tiens juste à vous dire que j'ai constaté que ces passeports, et on m'a fait savoir que ces passeports n'étaient pas désactivés. Sinon, je n'aurais pas voyagé avec ces passeports. Et je reconnais là une faute de ma part, un manque de discernement peut-être, une erreur sans doute. Je l'ai reconnue devant la justice et je la reconnais devant vous. Mais je ne pense pas que ça mérite les proportions que tout ça a pris depuis le début de cette affaire. Donc je vous le réaffirme solennellement, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le co-rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je ne vous ai pas menti le 19 septembre lorsque je vous ai dit que mes passeports étaient à l'Élysée. Je ne vous ai pas menti, une faute, manque de discernement, une erreur, il dira plus tard dans l'audition une connerie. Muriel Jourda, est-ce qu'à l'issue de cette audition, vous vous dites, mais quelqu'un nous a menti devant cette commission d'enquête? Je crois qu'effectivement, nous avons deux versions manifestement incompatibles entre celle qui nous a été donnée par M. Stroda et celle qui nous est donnée par M. Benalla aujourd'hui, sachant qu'on peut dire que lui-même a cherché à donner aujourd'hui une version compatible avec celle qu'il nous avait donnée le 19 septembre, avec un timing un peu compliqué. Le 20 juillet, il quitte l'Élysée. On sait que du 1er au 7 août, il a utilisé les passeports. Le 19 septembre, devant la commission, il nous dit « ils doivent être dans mon bureau à l'Élysée » et il les a réutilisés début octobre. Donc, quoi qu'il arrive, sa version doit être compatible avec cette chronologie. Nous a-t-il menti ou pas? Nous n'avons pas en l'état les moyens de le savoir, mais en tout cas, probablement, quelqu'un ne nous a pas dit la vérité. Vous dites nous n'avons pas les moyens de le savoir. Est-ce qu'il faut lancer une procédure puisqu'il y a soupçon de mensonge de l'un des interlocuteurs, de l'une des personnes que vous avez auditionnées? Est-ce que vous pouvez lancer quelque chose, Jean-Yves Lecomte, pour y voir plus clair? Le président de la commission l'a rappelé. À partir du moment où on ne répond pas à des questions posées lors de la commission d'enquête, voilà, la justice peut, si la commission d'enquête et le Sénat décident de la saisir... C'est envisageable? C'est une possibilité? Condamner la personne qui a refusé de répondre à des questions. Et très clairement, il a refusé de répondre à des questions. Il a refusé de répondre à des questions, et en particulier, il a refusé de donner une réponse qui permettrait de crédibiliser sa version. Parce que tant que vous ne dites pas qui, à l'Élysée, personnel salarié, a rendu des passeports, finalement, cette affirmation ne vaut rien. Moi, je rajouterais... que je suis très étonné des réponses que le ministre des Affaires étrangères
Et nous avons eu aujourd'hui sur l'absence de notes diplomatiques et d'être capable d'arriver au Tchad avec un passeport diplomatique sans visa. Il y a pour moi quelque part quelque chose que je ne comprends pas. Quand on connaît le fonctionnement des passeports diplomatiques, on ne visite pas le Tchad, où il faut un visa quand on a un passeport diplomatique, sans note diplomatique. Et la note diplomatique, c'est un officiel français qui la signe, c'est le ministère des Affaires étrangères qui le fait. Donc il y a encore des choses qui ne sont pas du tout expliquées. Mais l'audition ne nous a pas permis d'avoir les clés qui permettent de crédibiliser cette version d'Alexandre Benalla. Il peut effectivement, nous pouvons décider le Sénat pourra saisir la justice et bien entendu l'excuse de ne pas participer à sa propre incrimination, c'est une position valable, mais ça affaiblit les affirmations finalement sans capacité de vérification qu'il nous a faites au cours de cette audition. Vous seriez pour, Alain Marc, que le Sénat saisisse la justice? Écoutez, moi je pense qu'on va sans doute en débattre avec le président de la commission des lois, mais moi je crois que il suffirait à chaque fois que nous menons une enquête dans le cadre d'une commission d'enquête, donc que des personnes refusent de répondre pour que plus rien ne se passe. Cela voudrait dire que l'on ne sert pas à grand-chose. Or, je crois que l'intérêt de cette commission d'enquête, c'est d'abord, d'être un contre-pouvoir au niveau du Sénat. Monsieur Lecomte, mon collègue Lecomte l'a bien dit tout à l'heure, mais c'est de pouvoir aussi investiguer dans des contrées que personne ne pouvait jusqu'à présent aborder. Et c'est ça l'intérêt. On est allé un petit peu plus loin dans ces investigations, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des contradictions entre ce que dit Patrick Stroda et ce que nous dit Alexandre Benalla. Mais moi, plus que cette affaire-là, je crois que on n'est pas encore à en tirer les conclusions, puisque ce sera fait, mais il me semble qu'il y a déjà certaines grands axes auxquels on peut répondre là-dessus. C'est-à-dire que, ou du moins qui nous serviront un petit peu Quand un personnage de ce type s'introduit dans le fonctionnement de la République, cela veut dire déjà qu'il occupe certaines fonctions. Cela signifie qu'on ne fait pas trop confiance aux institutions. Or, la leçon que l'on pourra tirer au moins de cela, c'est le fait que lorsqu'on a des gens comme au GSPR, qui sont l'élite des policiers, l'élite des gendarmes, eh bien je crois qu'il faut leur faire entièrement confiance pour assurer la sécurité du président de la République et ne pas s'en remettre à des amitiés qui peuvent ensuite vous conduire à faire des bêtises et pourquoi pas à mettre en péril la sécurité du président de la République si un jour on apprend que ces gens-là sont liés à des sociétés de sécurité ou pas. J'insiste une dernière fois, Muriel Jourda, vous seriez pour, à titre personnel, que le Sénat, que la commission d'enquête saisisse la justice? Alors, en qualité de co-rapporteur, je ne peux guère m'exprimer. Ne serait-ce que pour réalité, à titre personnel. Que la commission d'enquête sert à quelque chose. Il y a effectivement deux dispositifs, je dirais, à notre disposition. D'abord, comme le disait mon collègue Lecomte, si on refuse de nous répondre, c'est passible de sanctions pénales. Et si on estime qu'on nous a menti, on peut également saisir le parquet. C'est une chose qui sera, les deux éléments seront évidemment à débattre si nous estimons que à chaque fois, les éléments de l'infraction sont constitués en quelque sorte. Et alors que beaucoup parlent d'une affaire d'État depuis des mois, que certains soupçonnent Alexandre Benalla d'être très proche d'Emmanuel Macron, de savoir des choses qui pourraient compromettre l'Élysée, Alexandre Benalla leur répond là aussi, et c'est peut-être la première fois qu'il va sur ce terrain. Écoutez. Je ne détiens aucun secret. Aucun secret sur qui que ce soit. Je ne fais aucun chantage. On essaye d'expliquer un certain nombre de dysfonctionnements de la part de l'État, un certain nombre de négligences et d'erreurs et de fautes de ma part que je reconnais devant vous, que je reconnus devant la justice et j'assume mes responsabilités. Mais il ne faut pas en déduire que tout ça au final est dû à un secret ou des secrets que je détiendrai. Je ne détiens aucun secret. J'avais une fonction claire que je vous ai exposée le 19 septembre. J'ai rempli ma mission de manière claire et je ne suis pas parti avec des secrets sur qui que ce soit. Et j'essaye juste de reprendre une vie normale et de me refaire par moi-même sans demander l'aide de personne.
Karine Beccaril répond à beaucoup de monde, là, Alexandre Benalla, et peut-être aussi aux journalistes qui pourraient sous-entendre qu'il y a une affaire d'État derrière tout cela, qu'il cache des choses, qu'il ne dit pas parce qu'il peut mettre quelqu'un en difficulté. Il nous répond aussi à nous. Il nous répond complètement à nous et il répond, je trouve, à cette impression que moi je ressens depuis le départ avec lui, c'est qu'on a affaire à un personnage fantasque, c'est presque un personnage romanesque. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui est content, c'est un peu ce que je disais au début, qui est content d'être au cœur d'une polémique qui porte son nom. Enfin, je veux dire, il a touché du doigt plus que ça, il a protégé le président pendant plus d'une année, 1 année et demie ou quasiment. Sauf qu'il nous dit, il n'y a pas de arrêtez de fantasmer. Mais parce qu'en fait, il l'a créé, il l'a suscité, il l'a entretenu. En fait, au mois de juillet, à aucun moment, il a essayé de nous freiner. Nous, effectivement, au mois de juillet, il y a énormément de questions qui se posaient. Alors, il faut se remettre aussi dans le contexte. C'était Emmanuel Macron, jusque-là, marchait sur l'eau. C'était ce président qui a été capable de réformer la SNCF alors que aucun autre avant lui n'avait osé. Et on pensait que tout le monde allait se casser les dents sur cette affaire-là. Donc, voilà, on est face à un président pour qui tout roule, on a l'impression que rien ne peut l'arrêter. Et puis tout d'un coup, il y a cette affaire. L'opposition s'engouffre, évidemment. On se souvient de toutes ces images. S'engouffre sur enfin, il y a une faille. Et nous, c'est, tiens, finalement, ce président qui nous a promis l'exemplarité, ce président qui nous a dit qu'il ne ferait pas de la politique de la même façon, ce président qui a donné des leçons. Pourrait peut-être même avoir un barbouze qui l'utilise pour des œuvres, pas très, enfin des basses œuvres. Donc tout a été, et lui à aucun moment n'a freiné ça en fait. Il était même, j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, c'est de la psychologie, mais dans la politique, je trouve qu'il y a souvent beaucoup de psychologie. C'est un ressort qui est toujours intéressant. Il est, voilà, pour moi, c'est un personnage romanesque et tout est tombé aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a un changement de stratégie, il y a un changement de personnage et je trouve qu'aujourd'hui, tout s'est effondré. Arnaud Benedetti. Oui, il est romanesque parce que aussi le président de la République est romanesque. Il faut ne jamais oublier, je veux dire que finalement, quand même, il ne faut jamais oublier que s'il y a eu suspicion et si la boîte à fantasmes a été ouverte, c'est parce que tout simplement, on a eu le sentiment que l'Élysée, pendant des semaines et des semaines, ne coupait pas le cordon avec Benalla. Et la question qui se posait, c'est de savoir pourquoi finalement, le 2 mai, après les faits qui ont reproché à M. Benalla, celui-ci n'a pas été sanctionné. C'est quand même ça, aujourd'hui, qui reste encore la cause racine de toutes les questions que l'on se pose. Mais ce qui est intéressant avec les propos qu'il tient, en effet, c'est des propos qui confirment pour l'instant, en tout cas, qu'il continue à préserver, et c'est ça le plus important, l'image, à sanctuariser l'image du président de la République. Mais il y a quelque chose quand même de fondamental dans le moment que l'on vit, qui me paraît absolument essentiel, c'est, on est quand même dans un moment de réflexion institutionnelle, d'effervescence politique. Et ce qui est extrêmement important, c'est en effet le rôle que joue le Sénat aujourd'hui, dans la tentative d'élucidation des mécanismes qui ont conduit à ces dysfonctionnements, c'est que dans un système institutionnel, la France est un pays démocratique, mais un pays démocratique qui finalement ne respecte très peu les contre-pouvoirs, comparé à d'autres démocraties. Et pour le coup, en l'occurrence, c'est vrai que le Sénat, alors que des questions se posent sur la légitimité parfois du Sénat, elles sont même parfois posées par le président de la République dans la lettre qu'il adresse aux Français, il y a là une bataille politique, et qui est plus qu'une bataille de communication, qui tend quelque part à montrer la légitimité du Sénat et la nécessité. Oui, mais j'allais dire, c'est peut-être un peu le problème aussi, c'est-à-dire que important. c'est aussi pour ça qu'on accuse parfois les sénateurs et la commission d'enquête d'en avoir trop fait par posture politique. Mais on serait aux États-Unis, on serait déjà dans une procédure qui serait beaucoup plus avancée. Je veux dire, il faut quand même savoir ce dont il s'agit. Il s'agit quand même d'une affaire qui touche au fonctionnement même de l'État. C'est une question d'ordre public qui est posée. Monsieur Benalla, collaborateur du président de la République, est pris sur le fait en train de faire le coup de poing contre des manifestants. Donc ce n'est pas une affaire bénigne, qu'on le veuille ou non. C'est une affaire importante. Le monopole de la violence physique légitime, c'est quelque chose qui relève de l'État. C'est quelque chose d'absolument essentiel. Ce que, finalement, met en cause l'action qui peut apparaître totalement insolite de M. Benalla, c'est bien ce monopole-là, et c'est pour ça que ça a choqué. Jean-Yves Lecomte. Il a dit exactement ce qu'il fallait pour relancer la machine à fantasmes. Après, rappelons quand même le début. Si l'affaire a commencé, c'est parce qu'il a effectivement fait le coup de poing en jouant aux policiers.
Et après, on découvre 6 mois après qu'il a joué à la cellule Afrique de l'Élysée sans même que l'Élysée soit au courant, en allant discuter, comme le dit Jean-Pierre Sueur, chiffon avec un certain nombre de présidents, dont je rappelle quand même qu'il y en a certains qui sont des partenaires assez fondamentaux de la France en Afrique et sur la sécurité du Sahel. C'est assez incroyable de voir qu'il ait pu jouer ce rôle et il ne nous a rien dit de ça. Donc il joue un petit jeu malsain ? Il nourrit lui-même les questions. Et, mais il a besoin de se sentir important. Et sur ces sujets-là, il ne nous dit rien. Enfin, il ne nous dit rien. Mais non, mais il n'y a rien à dire. Donc, il veut peut-être simplement faire croire qu'il joue un rôle. Mais finalement, la manière dont l'Élysée a réagi pendant l'été au début de l'affaire crédibilise son scénario. Alors, oui, pardon, Muriel Jourda, vous vouliez réagir. Je disais, bien sûr, je pense que ce qui a crédibilisé beaucoup l'idée qu'Alexandre Benalla avait un rôle particulier et quelque chose peut-être à cacher ou quelque chose qu'il savait, c'est d'abord la disproportion, je pense, entre la sanction et la façon dont les faits ont été qualifiés par les représentants de l'Élysée eux-mêmes après, s'agissant des faits du 1er mai, et puis par le fait qu'après nous avoir assuré que c'était quasiment une faute détachable du service qu'il avait fait, c'est-à-dire que c'était certes un employé de l'Élysée, mais ce qu'il avait fait le 1er mai n'avait rien à voir avec ses fonctions à l'Élysée. Lorsque nous avons émis l'idée que nous allions entendre Alexandre Benalla, il y a eu une montée au créneau de tout le gouvernement, jusqu'au président de la République qui a pris son téléphone pour appeler le président Larcher. Ce qui était, je crois, inédit, que le pouvoir qui est contrôlé appelle le pouvoir de contrôle. Bon, donc, ça a aussi alimenté le fait qu'il se passait quelque chose qui dépassait l'enjeu même du fonctionnement de l'État qui doit être contrôlé. Et qui a donc alimenté cette machine à fantasmes. Aujourd'hui, effectivement, Alexandre Benalla a tenu à faire en sorte que les choses reprennent la juste place qu'il voudrait leur donner. Mais juste, je me permets d'ajouter, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, on est vraiment, je reprends cette image-là, on est à un moment où le président marche sur l'eau. C'est-à-dire rien ne lui résiste. Donc il passe un coup de fil et il dit, mais non, ça ne va pas se passer comme ça. En sachant, et il faut rajouter, qu'il le protège, enfin il donne le sentiment en tout cas de le protéger beaucoup. Il, c'est Emmanuel Macron et le protégé est évidemment Alexandre Benalla. Il faut savoir que quand on suit l'Élysée de très près, Emmanuel Macron est quelqu'un qui fonctionne avec très peu de gens autour de lui. Très peu. Il y a très peu de cercles. D'ailleurs, on est tous très surpris de voir autant de gens quitter l'Élysée parce qu'on se demande avec qui Emmanuel Macron va par la suite fonctionner. Et à partir du moment où il a donné sa confiance, ça ne bouge plus. Aujourd'hui, il parle essentiellement, alors au-delà des gens qui sont à l'Élysée, par exemple, avec Richard Ferrand et Jacques Mézard. Voilà, il ne parle pas à 50 personnes. Voilà, il y a quelques personnes en ce moment sur les Gilets jaunes qui l'abreuvent de notes, qui lui font des remontées de terrain, en qui il a parfaitement confiance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un éventail de gens énorme. Bien Donc sûr. À partir du moment où il a créé un lien de confiance, manifestement c'est le cas avec Alexandre Benalla, il avait décidé de ne pas le lâcher. Alors on va continuer d'écouter quelques passages. Il y a une séquence qui va longtemps rester dans les esprits. C'est cet échange très tendu entre Alexandre Benalla d'un côté et Philippe Bas, Jean-Pierre Sueur de l'autre. L'ancien chargé de mission à l'Élysée a refusé, on vous l'a dit, à de multiples reprises de répondre aux questions sur l'utilisation de ses passeports diplomatiques, s'abritant effectivement derrière l'information judiciaire en cours. Une scène a été très marquante. Elle dure plus de 20 minutes. On vous la résume en quelques secondes. Regardez. Je suis désolé, monsieur le sénateur, mais les conditions d'attribution, de détention et d'obtention, ainsi que de restitution de ces passeports, concernent l'information judiciaire en cours. Et j'aurai des questions donc de deux juges d'instruction qui sont saisis là-dessus, donc je ne répondrai pas à ces questions devant votre commission, j'en suis désolé. Une information judiciaire étant ouverte et étant très respectueux des institutions, je répondrai aux questions des magistrats instructeurs. Aujourd'hui, la justice s'intéresse à savoir comment j'ai obtenu ces passeports. Donc je vous réitère pour la 4e fois que je ne pourrai pas répondre à cette question, qui n'est pas une question d'ordre administratif, mais d'ordre judiciaire. Je tiens à vous dire que votre interprétation est erronée et que, d'ailleurs, vous n'avez pas à opposer à une commission d'enquête parlementaire votre propre interprétation par rapport à celle que nous faisons, car c'est notre rôle d'interpréter notre mandat et de définir le champ des questions que nous avons à vous poser et auxquelles vous pourriez répondre. On a quand même tous été frappés par ces échanges assez tendus, ces revenus à de multiples reprises. Est-ce qu'il a eu complètement tort de ne pas vouloir répondre à la marque ?
Oui, moi je crois que ce n'est pas de la condescendance, c'est de l'irritation de sa part parce qu'il est en position de faiblesse. Et en position de faiblesse, il se réfugie derrière l'instruction judiciaire et le fait qu'il devra répondre de cela devant des juges. Et je crois que ce n'est pas... Donc le droit a été un faux prétexte. Le droit est complètement un faux prétexte, cela se voit, quoi. Enfin, il me semble, là aussi c'est de la psychologie, comme disait ma voisine de gauche. Ouais. Vous savez, quand on a un petit peu de bouteille, ça fait un moment que je fais de la politique, on arrive quand même un petit peu à appréhender la façon dont s'expriment les gens et ce qu'ils font. Et pour le coup, il me semble que c'est vraiment une position de défense qu'il a là. Muriel Jourda, ça vous a surprise, agacé, vous avez senti que du coup, il n'y avait même plus lieu d'être, que cette audition n'avait plus lieu d'être. Comment vous avez perçu les choses quand il a commencé? Là, c'était le début, hein, il commence à dire qu'il ne va pas répondre. Non, ça ne m'a pas spécialement agacé, ni fait penser que l'audition n'avait plus lieu d'être. Encore une fois, il était nécessaire que nous l'entendions sur les contradictions qui existaient. Je pense qu'il a tort, effectivement, le président Ball l'a beaucoup développé. Le pouvoir de la commission d'enquête est complémentaire au pouvoir judiciaire, ils ne sont pas opposés. Et nous pouvons parfaitement enquêter ensemble, l'un sur des faits administratifs, l'autre sur des faits de nature pénale. D'autant plus que M. Benalla a refusé de répondre à des questions qui ne font absolument pas l'objet d'une enquête. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a 4 passeports concomitamment, ça n'est pas sujet à infraction pénale. C'est véritablement une question à laquelle il pouvait répondre. Et surtout... Enfin, il s'empare de cet argument quand ça l'arrange. C'est-à-dire qu'il va commencer son propos liminaire par nous parler de faits dont nous ne sommes pas saisis et dont nous avons même interdiction de parler nous-mêmes, c'est-à-dire des faits du 1er mai à la Contrescarpe. Et là, il va développer sa défense publique, en réalité. Donc, alors que nous ne devrions pas parler de ça, il en parle parce qu'il y a intérêt. Et dès qu'il se sent un peu gêné, effectivement, comme le dit Alain Marc, il se réfugie derrière des principes qu'il a décidés lui-même et qu'il n'a pas d'ailleurs à imposer à notre commission. Faisons presque obstruction à votre travail d'enquête. Tout à fait. Comme on le disait tout à l'heure, finalement, ne pas répondre à des questions qui sont complètement, qui sont au cœur du fonctionnement de l'État. Comment est-ce qu'on vous a délivré les passeports? Sur quelle base? Ça relève, c'est une infraction que la commission pourra relever. Alors que, voilà, de ne pas répondre à ça. Alors on peut après... on voit pourquoi. Parce que s'il nous donnait le nom de la personne qui lui a restitué, les choses seraient beaucoup plus simples. Donc on comprend pourquoi il se protège. Mais... Vous avez des informations sur ce point d'ailleurs? Vous avez des doutes sur cette personne qui aurait pu lui restituer? Je ne sais pas, mais ce que nous constatons, c'est que 2 personnes qui étaient collaborateurs du président de la République il y a 6 mois sont aujourd'hui en contradiction absolue. Mais là, pour le coup, faire émerger la vérité, c'est du domaine de la justice. Et ça, ils le feront. Par contre, les dysfonctionnements qui ont conduit à ce qu'ils disposent de passeports diplomatiques qui puissent fonctionner après avoir été licencié de l'Élysée, là pour le coup c'est au cœur de cette commission d'enquête, de la même manière que moi je suis assez frappé de voir que au cours du quinquennat précédent nous avons fait évoluer un certain nombre de lois en termes de transparence de la vie politique, avec la mise en place de la haute autorité pour la transparence de la vie politique, avec des obligations qui ont été renforcées. Première loi du quinquennat Macron sur les obligations des membres des cabinets ministériels, l'une des dernières lois du quinquennat Hollande sur les obligations déontologiques des fonctionnaires. Et c'est assez étonnant de voir que la présidence de la République ignore et n'applique pas les dispositions de ces lois, puisque les déclarations à la haute autorité n'étaient pas faites et que la manière dont l'application de la loi sur la déontologie des fonctionnaires se fait à l'Élysée semble assez problématique. J'espère qu'ailleurs, ça fonctionne mieux. Et c'est aussi voilà, le cœur du sujet. Contrôler, regarder l'application des lois, c'est vraiment voilà, le rôle de la commission des lois d'une manière générale, et en l'occurrence là, voilà, de cette commission d'enquête qui met en évidence des dysfonctionnements, qui interroge sur l'application de la loi par le chef de l'État et ses services. Alain Marc a envie de réagir, avant de faire réagir Arnaud Benedetti. C'était juste que je trouve que cette audition avait une vertu pédagogique pour les spectateurs, c'est de bien montrer ce que peut faire, jusqu'où peut aller le Sénat. Et je crois que Philippe Bas ainsi que Jean-Pierre Sueur ont été, et bien sûr ma collègue Muriel Jourda qui est en face de moi, ont été remarquables dans leur, je le dis, ils ont été remarquables dans leur interrogation, et ils ont bien montré les limites entre ce qui relevait des investigations de la commission d'enquête du Sénat et ceux qui relevaient du judiciaire. Et je crois que ça, c'était... On était sur une ligne de crête, mais elle a été respectée, quoi. Et c'est très intéressant, je crois, pour les spectateurs. Arnaud Benedetti. Non, mais sur sa stratégie, souvenez-vous, il y a un précédent. Jérôme Cahuzac s'était retrouvé lui aussi devant une commission d'enquête et s'était abrité, notamment
ils étaient abrités derrière l'enquête judiciaire en cours pour ne pas répondre à un certain nombre de questions. Mais on voit bien quelle est la stratégie d'Alexandre Benalla, c'est qu'il essaye de gagner du temps. Parce qu'il sait pertinemment qu'il est dans une position de faiblesse extrêmement importante. Et donc, il joue finalement les institutions contre les institutions, une institution contre une institution. Ce qui, quand même, quelque part aussi, lui permet, en tout cas, de gagner du temps qui est nécessaire. Et on a le sentiment aussi, en l'écoutant, qu'il ne s'adresse pas seulement aux sénateurs, qu'il y a d'autres messages qui sont envoyés. Et ça, c'est assez frappant. À qui, selon vous ? Vraisemblablement à un certain nombre d'anciens de ses collaborateurs. On voit qu'il ne dit pas tout, manifestement, qu'il jette un certain nombre de signaux subliminaux, et c'est ce qui entretient encore, finalement, le feuilleton, qui, à mon sens, n'est pas terminé. Parce que la principale conclusion qu'on peut aujourd'hui retenir de cette audition, c'est que, en dépit de tout, le feu n'est pas éteint. Le feu n'est pas éteint parce qu'il n'a pas répondu de manière précise aux questions qui lui étaient posées, qu'un certain nombre de contradictions sont apparues dans son témoignage, qu'il a donné une information qui circulait dans la presse mais qu'il a confirmé comme quoi les passeports lui avaient été quand même rendus, ça c'est important, au mois d'octobre. Donc il y a là quand même un fil qui continue à courir. Le feu, malgré tout, sous la cendre, continue à faire des dégâts, et c'est ce qui ressort, en mon sens, de cette audition. Au-delà, il y a un grand sentiment de confusion, bien évidemment, et surtout un sentiment, quelque part, d'amateurisme au niveau des services qui donne là aussi une impression qu'il y a à l'Élysée des conflits entre les hommes, très net, et qu'on n'a pas su gérer manifestement cette affaire. Ça, je vais rebondir sur ce que vous dites, plus qu'une affaire d'État, est-ce que ce ne serait pas effectivement tout simplement une affaire d'amateurisme? Et c'est possible avec une équipe de responsables politiques, d'hommes et de femmes, qui sont arrivés en politique relativement récemment, Karine Bécard? Alors oui, bien sûr. Souvenons-nous quand même que sur les 4 passeports dont on parle en permanence, il y en a un qui ne vient pas de cette époque-ci, qui vient de 2016, donc le précédent quinquennat, sous Manuel Valls, qui n'a pas non plus été demandé. Oui, probablement qu'il y a de l'amateurisme sous ce quinquennat-là, avec des gens qui n'ont pas eu l'habitude ou très peu de travailler en cabinet ministériel ou en tout cas d'exercer les fonctions qui sont les leurs aujourd'hui. Mais manifestement quand même, sous le précédent quinquennat, ça flottait aussi, permettez-moi cette expression-là, ça flottait aussi quand même pas mal. Non, moi je trouve que, pour rebondir sur ce que je viens d'entendre, Alexandre Benalla me donne le sentiment aujourd'hui de ne plus avoir confiance en personne. Il donne le sentiment d'avoir été lâché par l'Élysée. Il essaie de garder son lien avec Emmanuel Macron. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, sauf Emmanuel Macron. Oui, il a dit qu'il avait encore parfaitement confiance en lui. Il essaie de garder ce lien-là. Mais moi, j'ai été frappée au moins 2 ou 3 fois. Il rappelle, il dit « Non, mais attendez, les institutions, c'est très bien, mais la justice, je lui fais confiance. Et c'est bien la dernière chose dans laquelle j'ai encore confiance. Parce que Stroda, quand il est venu vous parler la semaine dernière, il vous a annoncé, alors que moi-même, je ne le savais pas, que j'allais bientôt être mise en examen, ou en tout cas garder à vue. On sent qu'il a plus confiance en rien. Et cette impression-là, on l'avait déjà à la fin du mois de décembre, au moment où la 2e affaire Benalla éclate. Il y a un certain nombre de journalistes qui arrivent à le joindre. Et il est totalement... au départ, il est survolté. Et à un moment donné, il est désabusé. Et il est fragilisé, affecté. Enfin, il est à terre. Il a un genou à terre, il ne sait pas comment il va s'en sortir. Et il soupçonne à un moment donné Philippe Bas d'en savoir un peu trop, un peu plus. Vous avez remarqué aussi ce moment, Muriel Jourda, où il soupçonne Philippe Bas d'en savoir un peu trop sur la procédure. Il met presque en cause son intégrité. Oui, effectivement. Il lui a semblé déjà que M. Stroda en savait beaucoup. Et comme Philippe Bas répète à peu près ce qu'a dit M. Stroda, il l'inclut dans le nombre de ceux qui en savent beaucoup. Ça m'a frappé également. Était-ce sincère, pas sincère? J'avoue que je ne peux pas sonder les reins et les cœurs, mais je l'ai remarqué comme vous. Oui, un moment de malaise. Alors, on a aussi eu l'impression, effectivement, que se jouait un autre match dans cette audition, un match entre Patrick Stroda, directeur de cabinet du président de la République, celui-là même qui a donc, semble-t-il, lâché Alexandre Benalla lors de son audition au Sénat la semaine dernière, celui-là même qui a évoqué une falsification de documents pour se procurer un 2e passeport. Alexandre Benalla lui a répondu à plusieurs reprises. Écoutez. On a affaire à un individu qui ne respecte pas les obligations dont il a parfaitement connaissance, que ces obligations figurent dans son contrat de travail ou dans les documents qui lui sont remis.
Il y a eu, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, un déferlement médiatique, un déchaînement politique, avec la construction d'un personnage, d'un individu, comme l'a pu l'appeler quelqu'un qui est venu devant vous très récemment, alors que je constatais le mois de septembre qu'il ne tarissait pas d'éloges me concernant. Je peux affirmer que M. Benalla n'est jamais venu à l'Élysée après la date de son licenciement. Monsieur Benalla, vous êtes-vous rendu à l'Élysée depuis que vous avez été licencié? Je ne répondrai pas à cette question, monsieur le co-rapporteur, étant donné que ça s'applique peut-être ou pas après avoir quitté mes fonctions. Le directeur du cabinet du président de la République est chargé essentiellement de gérer l'agenda du président de la République, d'organiser ses déplacements, de lui préparer des dossiers sur la lutte contre le terrorisme, l'insécurité, les flux migratoires, des dossiers relatifs au Conseil des ministres. Donc vous comprendrez que les tribulations de M. Benalla ne sont pas ma priorité. Je suis assez inquiet de voir qu'une première fois, devant votre commission, le directeur de cabinet du président de la République a évoqué que j'allais être convoqué dans les toutes prochaines heures. Ce qui pose quand même des questions sur l'indépendance des institutions. On ne peut pas, et surtout pas l'Élysée, je ne vois pas pourquoi l'Élysée serait informé du déplacement d'un citoyen qui voyage de par le monde avec son passeport. Voilà. Nous avons été informés des déplacements de M. Benalla par des interrogations de la presse aux environs du 20 décembre 2018, quelques jours avant que le président de la République se rende au Tchad. Il n'y avait aucune obligation d'informer la présidence de la République de mes déplacements. Je l'ai fait par courtoisie. Vous l'avez compris, on vous a donc compilé les réponses de l'un la semaine dernière, de l'un et de l'autre aujourd'hui avec Alexandre Benalla. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Yves Lecomte? On voit qu'il y a un vrai match, il y avait un ping-pong, il y avait presque un duel. Oui, mais M. Stroda est très clair, alors qu'Alexandre Benalla, en fait, il nous dit « j'ai informé l'Élysée », mais il ne nous dit pas qui, il ne répond pas à la question. Quand on lui pose la question aussi sur qui lui a remis, il ne répond pas, donc en réalité, il n'est pas crédible. Et quand il nous parle de respect des institutions, comme il nous l'a fait, vous nous l'avez montré 2 fois cet extrait, et qu'après, il se permet de remettre en cause finalement l'indépendance de la justice, quel que soit ce qu'on peut penser d'un certain nombre de choses, et il faudrait probablement faire évoluer l'indépendance et la crédibilité de l'indépendance du parquet. Ça, c'est un sujet différent. Mais enfin, la manière dont il met en cause l'indépendance de la justice dans cette audition est assez décalée par rapport à ce qu'il la manière dont ce qu'il dit quand il dit qu'il respecte les institutions, et même dit qu'il respecte tellement la justice qu'il ne répondra pas à nos questions. Donc bon, voilà, c'est une stratégie de défense. En tout cas, dans ce ping-pong, on sent bien que vous validez beaucoup plus Patrick Stroda qu'Alexandre Benalla. C'est une question de logique. C'est une question de logique. En gros, on a vraiment le sentiment... Leurs statuts sont quand même vraiment différents. Absolument, on a un haut fonctionnaire qui sait parfaitement s'exprimer et qui a donc sans doute parfaitement préparé tout ça et qui réussit à donner des choses très factuelles sur lesquelles effectivement on peut s'accrocher. En face, on a quand même quelqu'un qui sans doute se pousse un peu du col, mais qui n'est rien, sans méchanceté pour lui du tout. Je suis d'accord, mais il a aussi montré dans ses auditions des qualités de maîtrise de soi, de sang-froid, qui sont quand même assez étonnantes. Et j'allais dire aussi que il aurait pu répondre à un peu plus de questions, ça aurait crédibilisé les réponses qu'il nous a faites. Donc à partir de ce moment-là, bien évidemment, voilà. Maintenant, à la fin, c'est vrai que ça correspond aussi aux réponses qu'il nous a faites, qui sont, moi j'ai du mal sur ce qu'il nous a fait sur les ports d'armes, sur son passage à l'Office européen des brevets, à ce qu'il avait évoqué lors de sa première audition. Voilà. Mais c'est quand même important de noter qu'on n'a quand même pas affaire à 2 personnages en termes de statut semblables. En termes de statut, c'est différent, bien entendu. On ne s'exprime pas de la même façon, on ne raisonne pas de la même façon. Oui, mais... Elle cherche des circonstances atténuantes, Alexandre Benalla, mais pourquoi pas? Vous avez raison. Mais, je trouve que c'est flagrant aussi, là, dans le ping-pong. Même si, moi j'ai été au mois de septembre fascinée par la succession d'auditions d'Alexandre Benalla, et derrière il y avait Kras, dont j'ai perdu le prénom, Vincent Kras.
Je veux dire, voilà, on a affaire à deux hommes qui sont dans tout ce qui est sécurité. Ce sont des hommes de terrain. Ce sont des hommes de terrain. Voilà, il y a quand même une différence de niveau de langage qui était très très importante. Donc on sent de la part d'Alexandre Benalla la volonté de participer à ce cercle du pouvoir, à se pousser du col, comme je le disais tout à l'heure. Après, malgré tout, il n'a pas la formation de tous ces gens-là. Donc là, craque. Ah, c'est bon endroit quand même. Oui, il a l'air de bien connaître. Il maîtrisait quand même très bien. Enfin, je veux dire, il a une qualité de contrôle de soi, d'expression. Enfin, c'est pas ça. Moi, c'est pas sur ça que je porte l'appréciation. L'appréciation, je la porte sur le fait qu'il ne nous a pas apporté les réponses qui auraient permis de crédibiliser les affirmations qu'il nous a apportées. Alain Marc, sur ce ping-pong. Oui, moi je trouve que Patrick Stroda est beaucoup plus factuel, comme vous l'avez dit, et donc c'est vrai qu'il apparaît comme étant plus crédible, puisque à chaque fois que nous avions des questions un petit peu précises, il se réfugiait derrière le fait que nous empiétions sur l'instruction judiciaire. Et ça, c'est une stratégie, certes, de défense. Pourtant, dans la première partie, dans ses propos liminaires, il n'a eu de cesse, d'ailleurs, dans une plaidoirie qui finalement n'était pas si mal. Son registre de langue à ce niveau-là n'était pas si mal que cela. Ça aurait pu être un avocat qui se défendait d'ailleurs lui-même. Mais oui, il est très bon orateur, il faut le dire. C'est un très bon orateur. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Alors, ce qui rajoute à cela, vous avez aussi raison quand vous dites qu'il se pousse du col, etc. Mais ce lien avec les pays d'Afrique et tout ça, bon, c'est vrai que ça laisse toujours, vous savez, la vieille idée de la France, et avec le rapport avec les pays africains, la France-Afrique, etc. Alors qu'on nous parlait de l'ancien monde, etc. Vous voyez, il y a tout ça qui se télescope dans l'esprit des gens et qui n'est peut-être pas aujourd'hui très sain. Et pour laquelle on comprend donc que l'Élysée aujourd'hui peut-être lâche en tout cas, Patrick Stroda, pas forcément Emmanuel Macron, justement. Muriel Jourda et ensuite Arnaud Benedetti sur ce ping-pong avec Patrick Stroda. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette séquence qu'on a montée ? Oui, je l'ai constaté comme chacun, c'est-à-dire qu'effectivement, là où on avait deux hommes qui étaient relativement unis dans les premières auditions, on a ici des versions tellement incompatibles de même fait que bien évidemment, ils sont en avec un vrai règlement de compte, presque agressif. Ils se citent l'un et l'autre. Effectivement, et en des termes qui sont assez durs pour M. Stroda, puisqu'il parle de cet individu. Et M. Benalla, on l'a vu à l'instant, ne cite même pas M. Stroda, en disant quelqu'un que vous avez entendu la semaine dernière. Effectivement, manifestement, il y a un enjeu qui n'est pas tout à fait celui de la commission. Et il parle de respect pour les fonctions et pas forcément pour les hommes, à un autre moment de cette audition. Non, mais il y avait un bloc de défense, indéniablement, au mois de septembre. Ce bloc de défense n'existe plus aujourd'hui. On voit qu'il a sauté et qu'on est dans une séquence de montée en tension entre au moins deux personnes. Déjà, le directeur de cabinet et M. Benalla. Donc ça, en effet, c'est un fait tout à fait nouveau dans l'évolution de la dynamique de l'affaire. Moi, quand même, ce qui me frappe dans ces images et dans le montage, c'est qu'on a rarement vu une telle publicisation, une telle publicité des dissensions. On sait qu'il y a des dissensions à l'intérieur de l'appareil d'État et au plus haut niveau, dans les cabinets, on sait que ça existe. Mais sur la place publique comme cela, je crois que c'est quand même un événement quasiment nouveau. Et donc ça indique que finalement, on est en train de basculer dans un autre système aussi. C'est-à-dire que la publicisation de ce type d'affaires, avec le rôle certainement du Sénat, la montée en puissance d'un certain nombre de contre-pouvoirs, fera qu'on ne pourra plus traiter ce type de dossier comme par le passé. Et ça, c'est quand même quelque chose qui me paraît assez nouveau. Ça porte atteinte même à l'image ça porte du sommet de l'État. Ça porte atteinte, en tout cas, au professionnalisme, indéniablement. Ça porte atteinte à l'image, parce que qu'est-ce qui se dégage de cela? Qu'est-ce que le téléspectateur retire mais ce que vous dites est important aujourd'hui, en particulier, de ces échanges de propos? C'est quand même un niveau de conflictualité au plus haut niveau de l'État qui est quand même assez incandescent et qui est sur la place publique, encore une fois, qui est montré, qui est visible, et ça c'est extrêmement important. Et je pense qu'en effet, ça va avoir des effets. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus traiter ce genre d'affaires, parce que ce n'est certainement pas le dernier scandale de la République, malheureusement, auquel nous assistons. On peut penser qu'il y en aura malheureusement d'autres. Eh bien, on ne pourra plus les gérer de la même manière, vraisemblablement. Quand vous entendez que ça peut porter atteinte à l'image de l'Élysée, du fonctionnement au plus haut niveau de l'État, est-ce que ça vous fait regretter peut-être la publicisation, comme le dit Arnaud Benedetti, de ces auditions? Porter atteinte, le rôle du Parlement, c'est de contrôler l'action de l'exécutif et de mettre le doigt sur
ces dysfonctionnements. Même s'il y a des choses sur les passeports, bon, on peut discuter, savoir si c'est des dysfonctionnements. Et le fait que ce soit public. Mais le fait que ce soit public, bon, voilà, on met des choses en évidence. Je disais, voilà, le rôle des commissions d'enquête parlementaires en France, qui était souvent bien discipliné, allez, on la fait pas parce que ça empiète sur une information judiciaire. Voilà, on évolue et ça permet de mettre les choses différemment. Mais j'avais dit en septembre qu'on avait eu l'impression, en particulier après le coup de fil du président de la République au président du Sénat, qu'on avait l'impression qu'Emmanuel Macron était le garde du corps de M. Benalla. À l'évidence, il l'a perdu, son garde du corps. Et ça change effectivement, ça change la donne. Et je crois qu'en même temps, le Sénat a posé depuis l'été un autre rôle pour les commissions d'enquête et que le contrôle du Parlement sur l'exécutif ne sera plus le même demain qu'il l'était auparavant. Et ça, je crois que c'est utile au moment où, effectivement, on évoque le rôle, finalement, il y a une crise de la démocratie représentative, et où il faut bien souligner le rôle du Parlement. Et un Parlement utile, c'est un Parlement qui vote les lois, mais qui aussi fait en sorte que son application soit contrôlée. On a constaté qu'un certain nombre de lois votées, parfois à l'initiative de l'exécutif, n'étaient pas appliquées par l'exécutif, je l'ai évoqué tout à l'heure. En même temps, voilà, quand il y a des dysfonctionnements de cette nature, c'est logique que le Parlement s'en saisisse de manière plus audacieuse qu'auparavant. Muriel Jourda, aucun doute, aucun bémol sur le fait que tout cela ait été rendu public, en direct, à la télévision, et que ça puisse potentiellement porter atteinte à l'image de l'Élysée, de la présidence de la République, de nos institutions? J'entends cette analyse, mais je crois que précisément le rôle du Sénat dans sa commission d'enquête, c'est de mettre le doigt, comme le dit mon collègue Lecomte, sur les dysfonctionnements pour éviter qu'à l'avenir ils ne se reproduisent. Donc je pense que ça a plus pour effet sur le long terme de consolider l'institution. Et c'est le rôle du Sénat, me semble-t-il. Non pas de porter atteinte à l'institution élyséenne, ce qui n'a jamais été son but, et encore moins son rôle, mais bien de la consolider pour l'avenir en faisant des préconisations pour que si difficultés et dysfonctionnements il y a eu, ils ne se reproduisent pas à l'avenir. Alain Marc ? Écoutez, moi je crois que cette affaire, finalement, révèle que nos institutions ne sont pas si mauvaises que cela. Depuis 1958, on n'arrête pas, il y a eu le coup d'État permanent, mais il y a eu beaucoup de politiques qui voulaient soit désormais faire la 6e République, mais je crois que si aujourd'hui les choses tiennent, si le Parlement œuvre à faire la loi, mais aussi, et le fera sans doute à partir de cette affaire, mais il le faisait déjà, mais celle-ci est plus mise en exergue, le contrôle de l'action publique, cela me semble aller vers ce que souhaitent finalement aujourd'hui les gens qui sont dans la rue, qui souhaitent un peu plus de contrôle de l'action publique. Eh bien, c'est ce vers quoi nous allons. Et cette affaire me semble être ce symbole-là. C'est peut-être pas une affaire d'État, mais au moins, si cela peut conforter nos institutions et faire en sorte qu'on retrouve le fait que le Parlement a une véritable utilité, eh bien, je crois que ça aura été une chance. Utile. Et c'est particulièrement important en ce moment, Karine Bécard, évidemment. Oui, bien sûr. Il y a une envie, il y a une appétence pour la transparence, pour l'exigence de transparence qui est énorme. Et moi, je me souviens du mois de juillet, vraiment, où je ne crois pas que c'est simplement parce que je suis journaliste politique qu'on rentrait tous les soirs pour suivre chaque audition. On vivait ça comme un thriller, enfin, je veux dire, comme une série policière à laquelle aujourd'hui on est habitué. Donc il y a une espèce de mélange entre, effectivement, moi je pense que le Sénat marque un vrai point dans toutes ces auditions qui ont été menées, qui ont été bien menées. Aujourd'hui, franchement, il fallait quand même avoir beaucoup de sang-froid face à Alexandre Benalla, et on l'a vu, ça a parfaitement fonctionné. Non, il n'a pas lâché ce qu'on espérait, mais en tout cas, voilà, c'était de très bonne tenue. On a montré, le Sénat a montré qu'il avait vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Donc les Français étaient en capacité de voir qu'il y avait envie de faire de la transparence. Donc il y a ça. Et puis après, il y a quand même tous ces médias aujourd'hui qui sont présents, qu'on peut critiquer par certains aspects de temps en temps, mais qui malgré tout savent mettre en scène tout ça aussi aujourd'hui. C'est de plus en plus suivi, c'est vu, et je pense que c'est très important dans le contexte dans lequel on est en ce moment. On va revoir un dernier extrait. On a aussi vu un Alexandre Benalla très marqué par l'affaire. C'est en tout cas ce qu'il a voulu afficher. Dès ses propos liminaires, il dénonce l'acharnement dont il fait l'objet depuis des mois, avec un seul objectif, selon lui en tout cas, celui d'atteindre Emmanuel Macron. Écoutez. En l'espace de 6 mois, les choses ont bien changé. Elles ont évolué plutôt négativement en ce qui me concerne. Et je dois vous le dire et le reconnaître, derrière la carapace, il y a un homme, sa femme, son fils qui avait 1 mois et demi au moment du déclenchement de cette affaire. Une situation professionnelle et personnelle assez troublée.
qui ont fait que j'ai commis un certain nombre d'erreurs. Des erreurs que j'ai reconnues volontiers auprès de mes proches, auprès de mon entourage, et que je reconnais publiquement devant vous. Et je l'ai fait également devant la justice. Alors on va le dire de manière peut-être un peu triviale, Arnaud Benedetti, mais il a voulu faire pleurer dans les chaumières, là. Oui, alors il essaye de réhumaniser son personnage. C'est un personnage, en effet, qui, depuis le début, est considéré comme un personnage sulfureux, qui a été arrogant lorsqu'il était en fonction. Qui a tabassé des manifestants. Qui a été considéré, en tout cas, comme arrogant quand il était en fonction, qui traîne une mauvaise réputation, comme on pourrait le dire. En même temps, le problème, c'est la question de la sincérité dans ce type de témoignage. Quelle est la sincérité et quelle est la vérité de M. Benalla? Mais on voit bien qu'il y a deux éléments dans sa stratégie de communication. Il y a une stratégie qui vise en effet à essayer de décrire un personnage qui n'est pas celui que l'on veut présenter. Il l'avait déjà fait lors de la première audition, parce que souvenez-vous des conditions et du contexte de la première audition. Il avait donné une interview où il s'en était pris déjà au président Bas, et il avait ensuite, lorsqu'il était venu auditionné par la commission d'enquête, il avait essayé de faire amende honorable en présentant un visage respectable. Donc il a déjà toujours été dans ce cheminement-là, dans ce sillon-là. Donc il joue sur un registre psychologique, c'est en effet d'essayer d'attendrir le jury. Clairement, en rappelant sa situation personnelle, en disant que finalement, aujourd'hui, il n'est plus rien et qu'il cherche à vivre. Pardon, mais factuellement, c'est peut-être un peu vrai aussi. Mais c'est certainement vrai. Sa vie a été sérieusement C'est certainement vrai, mais il a aussi quelque chose de fasciné par le pouvoir. On sent qu'il y a dans sa façon d'être, en effet, un petit côté narcissique quand même aussi, qui ressort et qui montre que c'est un personnage qui est en effet assez satisfait de sa situation, aussi inconfortable soit-elle. Donc c'est la raison pour laquelle on a du mal à saisir quelle est la vérité d'Alexandre Benalla. Mais je ne suis pas sûr que le registre aujourd'hui psychologique qu'il utilise comme ressource de communication soit un registre suffisant pour quelque part le dédouaner des responsabilités qui sont les siennes. À aucun moment il ne vous a touché ou même attendri. Je pose la question au sénateur qui était présent, Jean-Yves Lecomte. Pas vraiment, non. Oh, vous êtes dur. Pas vraiment, parce que oui, quand je vois ça, je vois qu'il essaye de nous faire pleurer. Mais en même temps, je me dis que quelqu'un qui, malgré ce qu'il a, s'il l'avait fait en juillet, là, effectivement, il venait de quitter l'Élysée, il était devant, finalement, jeté en pâture. Mais on constate quand même qu'il a eu le culot de faire ce qu'il a fait en allant... voir un certain nombre de chefs d'État africains. Faisant 23 voyages avec ses passeports diplomatiques. C'est quand même assez incroyable. Il nous a répondu sur rien, il nous a pas donné d'explications sur les motivations de ces voyages. Bon, et puis après, il nous donne l'impression d'être comme ça aux abois. C'est pas très crédible. Muriel Jourda, vous êtes d'accord? À aucun moment, vous n'avez été touché par la vie bouleversée d'Alexandre Benalla? Je peux entendre qu'humainement, ça soit difficile pour lui, surtout que c'est un assez jeune homme, on semble l'oublier, il a 27 ans. Donc je peux tout à fait entendre ça. Maintenant, la commission d'enquête, elle porte sur le fonctionnement de l'État, pas sur la sincérité des sentiments de M. Benalla, donc je n'en dirai pas plus. Alain Marc. Bon, si, moi, si vous voulez, on a un petit peu de... Quand on est sénateur, souvent, du moins pour les sénateurs qui sont en exercice aujourd'hui, on a un petit peu de bouteille politique. Donc, on est habitué à rencontrer des gens... Et à voir ce qu'ils font. Et effectivement, on pourrait se laisser attendrir là, mais ce n'est pas le cas. Je crois que les uns et les autres, nous sommes des gens qui essayons d'être dans la raison. Et la raison aurait été pour M. Benalla aujourd'hui qu'il réponde à nos questions et non pas qu'il se réfugie derrière des arguties juridiques. Et je crois que ce fait-là fait que ce qui aurait pu nous attendrir au début est finalement passé largement au second plan avec tout ce qu'il a refusé finalement de nous dire ensuite. Après, c'est étrange, ça m'amuse d'entendre tout ça, parce que journalistiquement, je ne peux pas m'empêcher, moi, de penser à ce mois de juillet
c'est Emmanuel Macron qui nous dit mais qu'ils viennent me chercher. Enfin, je veux dire, le mec, il était planqué derrière quand même, Benalla. Il était ultra protégé quand même. Ils viennent me chercher et après, on ne cherche plus la vérité. Exactement, vous avez raison. Là. Et puis ensuite, on a tout ce mois de septembre, vous l'avez rappelé plusieurs fois, mais il n'y a pas que le président qui a appelé le président Darcher. Moi, je me souviens par exemple sur mon antenne à France Inter de Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, qui vient nous expliquer quand même que cette audition, elle est ridicule, qu'il ne doit surtout pas s'y rendre. Enfin, et d'autres, Benjamin Griveaux, etc., qui prennent le relais. Donc on a quand même un personnage ultra protégé. Et puis, enfin, je veux dire, encore une fois, psychologiquement, il faut juste accepter quand même que ce type-là, deuxième affaire qui arrive au mois de décembre, qui est totalement lâché, parce qu'effectivement, le pouvoir ne peut absolument plus assumer. On n'est plus dans je réussis tout, mais on est face à des gilets jaunes. On vient de connaître le 1er décembre, le 8 décembre, avec quand même des scènes hallucinantes où on a le sentiment d'un État qui n'arrive plus exactement à tenir l'ordre dans son pays, qui est complètement affolé, et évidemment qu'on ne peut plus tenir Alexandre Benalla. Et je trouve que le personnage qu'on voit là aujourd'hui, c'est ce personnage qui se sent complètement abandonné et qui s'est pas gérer ça en fait, et qui nous dit, alors sincérité ou pas, ça je suis d'accord avec vous, on n'en sait rien, mais qui nous dit, je suis quand même un homme, j'ai quand même une femme et j'ai en plus un enfant, donc je sais pas comment je vais gérer tout ça. Non, mais c'est vrai que cette affaire, elle sursouligne, dans le contexte politique que l'on traverse, un certain nombre des récriminations qui sont faites au pouvoir. C'est bien le problème. Qu'est-ce que c'est finalement l'affaire Benalla, au-delà du problème d'ordre public? C'est aussi le problème des privilèges. Parce que ce qui a choqué aussi un certain nombre de segments de l'opinion, c'est les privilèges avérés ou pas, dont il aurait été le bénéficiaire. Donc, si vous voulez, dans un contexte où il y a un doute quant à la parole publique, dans un contexte où il y a quand même une remise en cause des institutions, tout ce qui peut apparaître du ressort du privilège, du ressort de l'absence de transparence, du caractère exorbitant, dans un climat qui est quand même profondément marqué par une revendication qu'il faut bien appeler d'égalité, il est évident que l'affaire Benalla, elle vient sursaturer et surinfecter le climat politique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et c'est vrai que cette deuxième étape de l'affaire Benalla tombe au plus mauvais moment pour le pouvoir. Et ce sera le mot de la fin. Merci infiniment à tous les 5 d'avoir participé à cette émission.